les crânes de cristal. Selon la légende maya, groupe d'Amérindiens d'Amérique centrale, il existerait sur Terre 13 crânes en cristal de quartz. 12 crânes de taille humaine, dans lesquels auraient été encodés par les habitants de l'Atlantide, donc une île imaginaire décrite par Platon et engloutie par les eaux en 9600 avant Jésus-Christ, toute la connaissance provenant de 12 mondes différents de l'origine de l'homme jusqu'à son destin. Le 13e crâne, de taille plus grande, ferait la liaison avec les autres. Selon la légende indienne, ces crânes auraient été donnés par le peuple des étoiles. Les Aztèques auraient été les derniers gardiens de ces crânes entre 1420 et 1520 après Jésus-Christ. Mais à l'arrivée des Espagnols, ils les ont dispersés de peur qu'ils soient volés. On peut s'interroger, est-ce qu'il serait possible d'encoder des informations dans du cristal de quartz pur? Pourquoi un crâne? Le crâne en lui-même, c'est le siège de l'intelligence et du savoir. C'est un élément de la vie amérindienne. De nombreuses sculptures subsistent sur les monuments des cités antiques précolombiennes. Il pourrait avoir été utilisé par les prêtres lors de sacrifices humains, ou bien lors de rituels funéraires, ou de rituels de guérison, d'oracles, enfin. Alors le crâne, pour nous, ça représente la fin d'un individu, la mort d'un individu. Et c'est souvent accompagné d'un sentiment de peur, d'effroi. Tandis que pour certains peuples antiques, comme par exemple les Aztèques, la mort c'est plus un passage vers autre chose. Pour les Mayas, la mort ça peut être aussi comme une sorte de guérison, un passage également mais vers d'autres dimensions. Une possibilité de communiquer avec d'autres mondes, comme une porte d'accès. Pour eux, le temps et l'espace seraient liés. Alors d'autres crânes ont été découverts, mais pas de façon archéologique, c'est-à-dire sans méthodologie scientifique, ce qui n'a pas permis de les situer dans l'histoire. Il faut savoir que le cristal de quartz, ce minerai, ne contient pas de carbone 14, ce qui à l'époque n'a pas permis de le dater. Et puis il faut savoir que ce minerai ne vieillit pas, ne s'érode pas et ne se détériore pas. Alors, comment savoir si ces crânes sont anciens? L'un des crânes les plus médiatisés est celui qui semblerait avoir été découvert en 1924 sur l'île de Belize aux Caraïbes, dans la cité maya de Lumbatum, par Madame Anna Mitchell Hedges, fille adoptive d'un explorateur, M. Frédéric Mitchell Hedges, qui nomma ce crâne du destin funeste. Madame Hedges fit toute sa vie de nombreuses conférences et interviews expliquant comment elle aurait découvert au fond d'une des pyramides de la cité ce crâne entièrement transparent, parfaitement exécuté et avec une mâchoire dissociable. Elle racontait également que ceux qui l'avaient rencontré, qu'il apportait à ceux qui l'avaient rencontré donc des réponses, un bien-être. Elle disait aussi que certains l'avaient entendu chanter, parler. Elle expliquait également qu'il était capable de prédire de grosses catastrophes en son temps. En 1970, Madame Hedges désire faire authentifier ce crâne. Elle fera donc appel à un conservateur, M. Frank Dorland, qui le confiera aux scientifiques du laboratoire de cristallographie de la société Hewlett-Packard, le quartz étant utilisé dans les appareils électroniques. Les scientifiques diront que ce crâne est fait en quartz pur, naturel et piézoélectrique, c'est-à-dire qu'une pression forte sur le cristal le charge électriquement. Ils ont indiqué aussi que la dureté du minerai ne permettait pas, même avec une machine à pointe de diamant, de sculpter ce crâne sans le casser. Or, il est poli et taillé de telle façon qu'avec un éclairage dirigé, la lumière ressort par les yeux, le nez et la bouche. Ils en ont donc déduit qu'il avait été poli par de l'eau et du sable de rivière pendant au moins 300 ans, ce qui paraît complètement impossible. Il faut savoir qu'une reconstitution du visage à partir du crâne a été faite
et il apparaît le visage d'une femme aux traits plutôt amérindiens. Ce crâne est devenu un objet de vénération, très apprécié des mouvements New Age et aussi très présenté lors de salons ésotériques. En 1990, d'autres crânes ont été examinés, mais cette fois-ci par le laboratoire du British Museum à la demande de l'anthropologue Jane McLaren Walsh du Smithsonian Institute. Il y a le crâne du British Museum acquis en 1897, présenté comme aztèque, donc de petite taille, en cristal mais trouble, avec une précision anatomique avec peu de détails et une mâchoire fixe. Il y a aussi le crâne du musée du Quai Branly à Paris, acquis en 1878, prétendument aztèque, également de petite taille, en quartz limpide et une mâchoire fixe. Et puis celui du Smithsonian Institute, qui est un crâne de grande taille, avec des traits grossiers, en cristal translucide mais trouble et identique, la mâchoire est fixe. Alors il faut savoir que ces trois crânes ont été examinés avec la méthode de la vidéomicroscopie. Cette méthode a permis de démontrer qu'il y avait des traces de meules sur les crânes et donc des traces très régulières. Ils en ont donc déduit qu'ils n'étaient pas précolombiens. En 2004, des examens plus poussés ont été effectués sur ces crânes par Madame Margaret Sachs du British Museum. Cette fois, avec la méthode du microscope électronique qui a confirmé l'utilisation d'une roue de polissage. Il y a eu aussi un test effectué sur les particules prisonnières du cristal qui ont montré que ces inclusions normalement sont présentes dans du cristal de Madagascar ou de Brésil et pas d'Amérique centrale. De plus, sur le crâne du Smithsonian Institute, il a été trouvé du carbure de silicium. Cette matière était utilisée en 1950 pour le polissage. Donc, ces tests ont donc confirmé les premières conclusions de 1990, à savoir ces crânes ne sont pas précolombiens. En 2008, Madame Hedges étant décédée, c'est Monsieur Bill Oman, l'actuel propriétaire, qui apportera le crâne du destin funeste, parce qu'il désire le faire à nouveau authentifié, au Muséum d'histoire naturelle des États-Unis, où Jane McLaren Walsh fera des empreintes en silicone qui seront analysées au microscope électronique à balayage et révéleront que ce crâne a probablement été sculpté en 1930. En fait, il y a une coupe très propre qui nécessite l'utilisation d'un abrasif diamanté qui n'existait pas avant la fin du 19e siècle. De plus, il y a des documents qui ont été découverts où il est indiqué que ce crâne a été acquis par M. Frédéric Mitchell Hedges de M. Berny en 1943. Il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a eu un engouement pour tout type de crâne, car support aux séances de spiritisme. Et donc il y a un marché important qui s'est ouvert, qui est arrivé, et donc beaucoup de crânes de cristal ont été créés, surtout en Allemagne, à partir de 1867. Et puis, il y a aussi eu un antiquaire, M. Eugène Boban, qui un temps a été installé au Mexique et qui a donc envoyé beaucoup d'antiquités de Londres à Paris, mais parmi lesquelles des faux. Mais M. Bill Oman dit exactement qu'en fait, tous ces examens montrent simplement comment le crâne a été exécuté, mais ni par qui, ni quand. Il dit aussi qu'en 1920, absolument personne n'avait le temps, les capacités et les outils pour effectuer un tel travail. Il existe d'autres crânes connus qui n'ont pas été analysés. Par exemple, celui qui se nomme Max, qui est un crâne découvert au Guatemala. Il est en cristal clair et translucide avec une tache blanche sur le sommet de la tête et la mâchoire est fixe.
Il y a également le crâne nommé Shannara, qui a été découvert dans un temple mexicain par M. Nick Nocerino, décédé en 2004, qui est en quartz transparent, teinte jaune. Les propriétaires de ces crânes ont rapporté des expériences mystiques avec ces crânes, une communication par télépathie. Ils ont dit aussi que les gens ressentaient du bien-être. Est-ce que ce serait de l'autosuggestion? Il y a aussi le crâne reliquaire, le crâne synergie, le crâne maillant, le crâne d'améthyste Toami, le crâne Iti, le crâne de cristal rose, parmi les plus connus. À la lecture de divers documents sur les crânes de cristal, on découvre les croyances des civilisations précolombiennes, amérindiennes, leurs savoirs ancestraux, transmis de génération en génération, tous se réunissent. Tous parlent que l'homme doit apprendre à vivre en harmonie avec chacun, et qu'ensuite, les messages pourront lui être transmis par les 13 crânes. Comment la communication entre un objet et l'esprit humain pourrait-elle être possible? La physique quantique peut-elle apporter un début de réponse? Marie-France?